Il est 19h02, bienvenue dans votre journal régional. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Face à l'épidémie de coronavirus, l'Éducation nationale prend des mesures préventives. En Occitanie, le rectorat demande aux familles et aux enseignants qui reviennent des zones à risque de ne pas fréquenter les établissements scolaires. À 3 semaines des élections municipales, l'évêque de Montauban crée la polémique dans une commune du Tarn-et-Garonne. Dans un courrier adressé au maire, il exige la rénovation de l'église de la Française, une demande qui passe plutôt mal en pleine campagne électorale. Et puis pour se mettre en appétit, je vous emmène à New York assister à la guerre du cassoulet. Chaque année, en effet, des chefs installés aux États-Unis s'affrontent autour de ce plat emblématique de notre région. Seront récompensés les cassoulets les plus audacieux et les plus authentiques. Face à la menace du coronavirus, les mesures de précaution s'intensifient. En Occitanie, le rectorat préconise désormais une mise en quarantaine des personnes revenant des zones à risque. C'est le cas d'une enseignante d'une école primaire de Toulouse qui n'a pas repris son poste après les vacances. Julie Valin et Laurence Beaufet. L'enseignante de maternelle n'a pas repris son poste après les vacances. De retour d'un voyage à Venise, elle a appelé d'elle-même le rectorat qui lui a conseillé de rester confinée chez elle pour respecter les 14 jours de quarantaine. La plupart des parents d'élèves ont appris la nouvelle en venant chercher leurs enfants ce midi. C'est pas plus mal. Si elle préfère rester chez elle, c'est encore mieux. Il y a des enfants, donc on ne sait jamais. Je ne dis pas qu'elle est porteuse du virus, mais bon, on ne sait jamais quoi. C'est très bien, c'est une bonne décision, je trouve. Il serait préférable effectivement qu'elle reste les 15 jours obligatoires absente, pour le bien des enfants, enfin pour tout le monde. Est-ce que ce genre de mesures de précaution, ça vous rassure? Non, parce qu'ils sont petits et ils ne sont pas aussi immunisés que nous, donc en fait ça met un peu d'inquiétude en tant que parent. Avec l'augmentation du nombre de cas en Italie du Nord, l'Éducation nationale a multiplié les mesures de précaution. Le rectorat de Toulouse est en train de recenser le nombre d'enseignants et d'élèves qui seraient revenus d'Asie et d'Italie récemment. On est en train de faire justement une synthèse au niveau du rectorat de toutes ces situations de personnel et d'élèves. D'autres enseignants et même des élèves sont dans ce cas de figure parce qu'ils reviennent d'une zone dite exposée et en particulier celle qui est proche de nous, la Lombardie et la Vénétie. Beaucoup d'établissements de l'académie ont envoyé des mails pour demander aux enseignants et aux élèves qui reviennent d'Asie et d'Italie de rester chez eux. Le rectorat a d'ailleurs décidé d'annuler 3 voyages scolaires prévus à Florence et Singapour cette semaine. Voilà. Les plaintes pour nuisances aériennes se multiplient dans l'agglomération toulousaine. En 2 mois, près de 5000 plaintes ont déjà été recensées. Ce sont les nouveaux couloirs aériens de l'aéroport de Blagnac qui cristallisent la colère des riverains. Ils dénoncent en effet l'intensification du trafic et donc du bruit. Christine Ravier et Éric Foissac. Adeline Huppé habite Dox depuis 2 ans. Elle était venue chercher le calme avec mari et enfants, mais les trajectoires des avions qui décollent de l'aéroport de Blagnac ont été modifiées. Résultat, sa maison se retrouve sous un couloir aérien. Son quotidien est à tout moment impacté. Il arrive même parfois que de l'intérieur, les baies vitrées tremblent. Et du coup, c'est pas pour ça qu'on a acheté ici. On ne sait vraiment pas vers qui se tourner. On fait des plaintes répétées pour les vols qui sont les plus bruyants et qui gâchent nos journées en fait. Vraiment, on avait payé du calme ici. Ça s'apparente à de l'arnaque en fait. Ce matin, une 60aine d'habitants de Dox et Lara ont manifesté devant la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Leur objectif, soutenir leur maire venue protester contre la poursuite de cette expérimentation qu'ils jugent sauvage. Les gens n'étaient pas au courant. Donc il y a des gens là qui sont venus, qui habitaient à Dox il y a 1 an, et ils ont construit leur maison, et puis tout d'un coup, ils lèvent la tête et ils voient les avions se déplacer, la trajectoire plus près de Dox. Il y a un problème de démocratie, il y a un problème de concertation, il y a un problème aussi de vouloir imposer à des gens sans les concerter. À la sortie de la réunion, les représentants des villes de Dox, Lara et Grenade n'étaient pas satisfaits. Ils n'ont pas obtenu que l'expérimentation cesse. Les élus sont dans une situation délicate où on leur demande de trancher les uns par rapport aux autres. Nous, on n'est pas favorable à ce que les territoires s'opposent les uns aux autres parce qu'on pense que c'est pas sain. La préfecture fait savoir que de nouvelles trajectoires devraient être définies prochainement en lien avec les élus concernés. Elles seront mises en service le 21 mai prochain et évaluées d'ici la fin juillet.
On s'arrête ce soir sur la situation de la maison d'arrêt de Foix. L'établissement connaît en effet une surpopulation carcérale problématique. Le personnel pénitentiaire tire la sonnette d'alarme. Les avocats, eux, dénoncent également les dangers d'une telle promiscuité. Charlotte Bonito et Pascal Dussol. Derrière ces murs, il y aurait 134 détenus pour 66 places. À la maison d'arrêt de Foix, le syndicat Force ouvrière dénonce une surpopulation carcérale. Manque d'effectifs, heures supplémentaires, les surveillants déplorent ces conditions de travail. Le même surveillant qui est en étage est chargé de s'occuper d'un certain nombre de détenus, il va être obligé de s'occuper du double de détenus. Alors bien sûr, ça a des conséquences sur les personnels puisqu'il y a 2 fois plus de travail, mais il faut savoir qu'il y a une conséquence aussi sur la population pénale. Cette surpopulation est-elle due à la grève des avocats qui dure depuis maintenant 8 semaines? Est-ce que certains prévenus en attente de jugement remplissent cet établissement de Foix? Nous avons posé la question à Maître Fabry, bâtonnier du barreau de l'Ariège. Cette surpopulation est ancienne et ancrée, n'a rien à voir avec la grève des avocats. Bien au contraire, les avocats font des demandes de remise en liberté, ont pu faire juger certains dossiers au titre de la grève du zèle à plusieurs, notamment les comparutions immédiates. Et le problème de la surpopulation carcérale est ancien. Il est dû à des lois répressives de plus en plus sévères, à des allongements de peine, à la multiplication des procédures de comparution immédiate et à la multiplication aussi des détentions provisoires. Avec un taux de plus de 200% d'occupation, la prison de Foix reflète une problématique nationale. L'administration pénitentiaire n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. On en vient à présent à cette polémique dans la commune de La Française, dans le Tarn-et-Garonne. Le maire a reçu un courrier de l'évêque de Montauban lui demandant de rebâtir l'église fermée depuis 2011. Une requête qui passe plutôt mal à 3 semaines des élections municipales. Reportage sur place de Christophe Romain avec Frédéric Tess. L'église du village est interdite au public depuis octobre 2011. Donc vous pouvez constater sur le sol de l'église une longue fissure qui aboutit au mur, ici où nous avons positionné des témoins pour pouvoir contrôler. Le bâtiment bascule d'un côté, les voûtes ont été déposées pour alléger la structure et empêcher l'effondrement de l'ensemble. C'est dû à la sécheresse et c'est dû aussi à des mauvaises fondations. L'église a été bâtie sur des anciennes fondations d'une église précédente. Alors, faut-il sauver l'église Saint-Georges de la Française? La question s'invite dans les élections municipales la semaine dernière, quand l'évêque de Montauban adresse une lettre au maire de la commune. Le religieux y demande à l'édile la construction d'un nouvel édifice, une œuvre originale, mais il se défend de toute ingérence dans la vie politique locale. Je suis le seul affectataire de l'église, le seul touché par ça. Quand un programme municipal n'en parle pas, je m'inquiète. Et j'ai mon devoir de simple partenaire. La séparation de l'église et l'État ne suppose pas que l'église soit muette ou que l'État le soit. Le maire, de son côté, souhaite conserver le bâtiment. Après 3 ans de travaux et 150 000 € dépensés pour le sécuriser, il s'étonne de la demande de l'évêque. D'autant que la commune est propriétaire de l'édifice depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. C'est un peu surprenant à 3 semaines des élections. Alors j'ai lu que l'évêque avait déclaré qu'il était un citoyen et qu'il s'exprimait en tant que citoyen, mais comme il ne paie pas ses impôts à la française, je suis surpris qu'il se mêle de la campagne électorale à 3 semaines des élections. Une étude sur la restauration du site est en cours. Si elle devait être favorable à sa préservation, elle recueillerait l'approbation de l'autre candidat en lice pour la mairie et l'accord des habitants. On garde le bâtiment. Je trouve que c'est plus important de garder les choses plutôt que les démolir pour en reconstruire. Ça a des histoires. Si on la détruit, la Française sera complètement, disons, défigurée. Il n'y aura plus ce cachet qu'a la Française avec cette église. La rénovation de l'église est évaluée à 1 million €, un coût important pour ce village de 2900 âmes. Allez, direction la porte de Versailles et le salon de l'agriculture. Cette année, 120 éleveurs et producteurs d'Occitanie se sont déplacés pour vanter la qualité de leurs produits. Une opération séduction alors que la profession est régulièrement montrée du doigt. La présidente de la région, Carole Delga, a inauguré l'espace Occitanie cet après-midi. La présidente qui a annoncé qu'elle souhaitait la création d'un fonds de soutien pour l'agriculture et la viticulture alors que l'économie est fragilisée en ce moment par l'épidémie de coronavirus. On l'écoute.
Alors, nous avons bien sûr des inquiétudes parce que nous avons eu la taxe Trump de 25% qui va fortement impacter les vins de moins de 14 degrés. Et puis maintenant, nous avons une pandémie avec le coronavirus. Et c'est pourquoi, avec le président de la Chambre régionale d'agriculture, avec l'ensemble des présidents de départements d'Occitanie, avec également l'ensemble des présidents des chambres d'agriculture, nous demandons à Monsieur le Président de la République d'avoir un fonds de soutien. Les professionnels de la filière viande, eux, profitent du salon de l'agriculture pour rassurer les consommateurs secoués par les images de maltraitance animale et les actions répétées des véganes. La profession doit s'appuyer sur des règles de bonne conduite. Reportage Porte de Versailles, Régis Guillon et Karen Cassuto. Au salon de l'agriculture, sur le stand des animaux, un slogan en géant « Aimez la viande, mangez-en mieux » comme pour rassurer les consommateurs. C'est pas la peine de se goinfrer. Manger des choses qui n'ont pas de saveur. L'important, c'est qu'on en mange de bonne qualité. Vous avez vu qu'il y a la grippe aviaire et beaucoup d'autres maladies qui sont propagées, donc c'est important de vérifier la qualité de ces aliments-là. On nous a tellement mis d'hormones, de choses comme ça, que peut-être revenir à une agriculture un peu plus raisonnée. Un mot résonne aussi au salon, mis en avant par la filière viande depuis un an, le flexitarien. C'est manger de tout, de la viande, des légumes, des sucres, de la graisse un petit peu, enfin de tout, voilà, en privilégiant sa santé. Attaquée sur l'abattage des bêtes, le bien-être animal ou secouée par les véganes, la filière élevage et viande veut-elle aussi se refaire une santé. Cette année, à travers un rapport, elle communique sur ses engagements environnementaux et sociétaux. L'importance pour la viande française et tout l'élevage, c'est de travailler à sa qualité. Les attentes des consommateurs, devenus des consommateurs, sont très fortes en termes de goût, mais également, je dirais, de valeurs immatérielles attachées à la viande, c'est-à-dire la prise en compte de l'environnement, la prise en compte du bien-être animal, la prise en compte de la qualité de vie au travail. En Occitanie, depuis 20 ans, le label rouge a montré la voie d'une agriculture raisonnée, de l'élevage jusque dans les abattoirs, pour que tout le monde y gagne. Notre objectif, nous, c'est pas de simplement abattre des animaux, c'est de faire les choses correctement pour que l'ensemble de la filière assure aux consommateurs un produit de qualité dans le respect et de l'environnement et du bien-être animal. C'est vrai qu'aujourd'hui, les campagnes de dénigrement qui ont cours tous les jours nous affaiblissent. Et si un maillon de la filière est affaibli, ce n'est jamais bon pour la filière. Hisser la filière viande vers l'excellence et d'une manière générale l'ensemble des filières agricoles, un enjeu de taille aussi pour susciter des vocations, car ici un autre slogan le rappelle, l'agriculture vous tend les bras, car d'ici à 3 ans, un agriculteur sur 3 sera parti à la retraite. Bref, redorer les blasons, susciter les vocations pour que le monde agricole continue de gagner son beefsteak. Allez, je vous propose à présent une petite virée à New York, au cœur de Manhattan, pour la guerre des cassoulets. C'est Ariane Daguin, la fille du célèbre chef cuisinier, qui organise depuis 6 ans maintenant cette rencontre gastronomique franco-américaine. Une vingtaine de chefs installés aux États-Unis s'affrontent autour de ce plat emblématique de notre région. Odile de Becker. C'est la fin d'un marathon de 5 jours qui enflamme depuis 6 ans. À la même époque, le cœur de New York. C'est cette année l'hôtel Kimpton qui accueille une trentaine de chefs venus des 4 coins des États-Unis. Ils se confrontent au cassoulet devant un parterre de juges quasiment tous français. Tous les cassoulets sont différents. Il y en a qui sont plus traditionnels, qui ressemblent vraiment à la cuisine du Sud-Ouest, qui se sont un peu plus américanisés avec des viandes grillées, avec des ribs, avec des goûts fumés, avec des goûts... certains un peu pimentés. En maître de cérémonie accompli, Ariane Daguin s'est entourée de figures occitanes venues défendre leur version du cassoulet. On commence à monter en puissance. Pour l'instant, c'est le meilleur. Ce plat convivial que les Américains appellent soul food, autrement dit, plat qui nourrit le corps et l'esprit. On est soi-disant au pays de la malbouffe, c'est pas vrai. Il y a de plus en plus de gens aux États-Unis qui s'intéressent à la gastronomie, qui veulent la qualité dans leur assiette, qui veulent savoir d'où vient leur viande, leur volaille et comment elles ont été élevées. The winner of the grand prize is Barboulu. Et c'est un chef d'origine belge, Dieter Salmine, qui remporte le trophée et qui sera donc invité à Toulouse en juin prochain pour le championnat du monde du cassoulet. Ça me fait plaisir et c'est quelque chose que
Il y a une dizaine de chefs qui jugent c'est quoi la meilleure cassoulet. Pour gagner comme ça, c'est vachement bien. La recette de la soirée, $10 000, est entièrement reversée à l'association Action contre la faim. Le musée départemental de la Résistance et de la déportation de Toulouse fait peau neuve. 9 mois de travaux qui ont permis de procéder à un inventaire de tous les dons. Plus de 10 000 objets personnels qui ont tous une histoire. Claire Sardin et Jean-Luc Pigneux. Donc vous nous apportez là un complément du don fait... Marc Bouhour est un des plus grands donateurs du musée. Chaque objet raconte l'histoire familiale, celle de son père, rentré en résistance à l'âge de 15 ans. Mon papa, c'est ce très beau jeune homme, en 1944. Aujourd'hui, il est toujours vivant. Il a choisi de faire ce don depuis des années. Un don, ce n'est pas un dessaisissement. C'est juste une passe de rugby. On passe le ballon à quelqu'un d'autre qui va mieux exploiter que nous ce don. Donc ça, c'est une veste de déporté politique, donc avec juste visible sur la poitrine le petit écusson cousu main, le triangle rouge déporté. Depuis son ouverture en 1974, le musée départemental de la Résistance et de la déportation a recueilli quelques 10 000 objets personnels. Des lettres, des journaux, des photos, des chaussures ou encore des vêtements. Des pièces analysées avec minutie, triées, numérotées. On va déballer le parachute. Dans ce bâtiment de la banlieue toulousaine, les équipes chargées de l'inventaire revivent au quotidien l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. C'est des objets qui ont une histoire encore plus particulière avec cette période. Donc pour nous, c'est toujours très très émouvant de recevoir ça, de recevoir ce genre d'objet, parce que il y a de la part des donateurs et des donatrices un attachement très particulier. Ces dons sont précieusement conservés. Seuls 5% seront présentés en alternance au public à la réouverture du musée. Lieu, scénographie, tout a été repensé pour attirer le plus grand nombre. La résistance et la déportation sont porteurs de valeurs, et ces valeurs sont clairement ancrées dans le présent. Qu'est-ce que la résistance aujourd'hui ? Quelles valeurs nous avons héritées de ce passé et comment on les transpose aujourd'hui avec la remontée d'un antisémitisme latent, avec également des manifestations qu'on voit qui sont des formes de résistance. Un témoignage du passé dont le fond s'enrichit régulièrement. Chaque année, de nouvelles familles confient leur histoire au musée. En bref, cette information sportive, le boxeur toulousain Mohamed Mimoun pourrait raccrocher les gants. L'ancien champion du monde UBO des superlégers se dit en effet écœuré et volé après une défaite controversée à Londres. Une décision des juges qui fait d'ailleurs polémique outre-Manche. Article complet à retrouver sur notre site internet. La suite maintenant de notre série Ma thèse en 180 secondes, le temps donné à 15 doctorants pour présenter leur sujet de recherche dans un langage accessible à tous. Et ce soir, c'est Anne Toinellet qui nous présente ses travaux. Je vous invite à lever le regard vers loin et à regarder dans l'espace. Au-dessus de nos têtes, il existe des anges dotés de pouvoirs extraordinaires. Et ces anges-là sont des satellites. Une fois envoyés dans l'espace, nous croyons parfois que nos satellites tournent tranquillement autour de la Terre, dans un silence pastoral. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous connaissez le film Gravity, où les astronautes sont menacés par les petits objets qui se déplacent 10 fois plus vite qu'une balle de pistolet? Aujourd'hui, le risque de collision entre les débris spatiaux et les satellites en mission existe. Ce n'est plus une scène de cinéma, mais cela devient un problème réel à résoudre. Ma thèse consiste à coudre un gilet pare-balles le plus fin et le plus léger possible pour protéger mes satellites. Je suis devenu un couturier des anges alors. Il me faut tout d'abord choisir de bons matériaux. Le premier candidat, bien sûr, ce sont des matériaux composites. Un composite, dans mon cas, c'est tout simplement le mariage entre deux corps. Le premier corps, ce sont des fibres de carbone qui forment le textile de mon gilet pare-balles. Et le deuxième corps, c'est la résine en polymère qui colle nos fibres ensemble. Et comme vous le savez, chaque mariage a son propre problème.
L'amour entre ces deux corps n'est pas suffisamment fort contre les impacts hyper véloces dans l'espace. Et c'est quoi la solution à ce problème? Il me faut chercher un ingrédient de secret pour ajouter dans ce matériau. Et cet ingrédient secret est les nanoparticules. Je vais ajouter les nanotubes de carbone au cœur de mon composite. Un nanotube de carbone est 10 000 fois plus petit que notre cheveu, mais il est beaucoup plus rigide que de meilleurs aciers. Le défi de ma thèse est de savoir introduire des membres étrangers, ces nanotubes de carbone, dans une association déjà très forte, le composite. Pour ce faire, il me faut créer le meilleur parcours d'intégration de mes nanotubes. Alors, ma thèse devient un cours de gastronomie. Donc, pour préparer le bon plat, il nous faut bien maîtriser le feu, de veiller la durée de chauffe et de savoir ajouter mes ingrédients au bon moment. Grâce aux premiers échecs, je suis arrivé à trouver la meilleure recette pour harmoniser mes différents matériaux en une seule entité, unique, solidaire. Bref, l'union fait la force et c'est toujours juste, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Voilà, c'était ma thèse en 180 secondes, 15 concurrents à départager. Vous pouvez voter sur le site internet de France 3 Occitanie. C'est la fin de ce journal. Restez sur France 3. Le 19-20 continue dans quelques instants avec l'édition nationale présentée par Carole Gessler. À la une ce soir, la riposte des Européens face à l'épidémie de coronavirus. Les ministres de la Santé sont réunis en ce moment même à Rome. Voilà, retour de l'information régionale demain midi avec Frédéric Fraisse. Bonne soirée à tous.